Donc oui, la consommation d'énergie dans les fermes laitières Inosis de l'Ouest, oui, en effet, donc face à l'augmentation donc sans précédent des coûts de l'énergie, le réseau Inosis Ouest s'est intéressé au coût de l'énergie donc dans les exploitations laitières spécialisées de l'Ouest. Donc c'est un échantillon qui représente 79 exploitations de Bretagne et des Pays de la Loire. Donc ils sont répartis dans 3 systèmes fourragers suivant la part de maïs de moins de 30 à plus de 45% de maïs et les systèmes bio. Et donc des exploitations qui vont de 6 000 à 8 000, 9 000 litres de lait par vache et des productivités à l'hectare qui vont de 5 000 donc à 12 000. Donc on a regardé dans ces exploitations-là donc l'énergie directe et indirecte, comme je le disais. Mais avant d'aborder le sujet, rappelons un peu le contexte. Donc le contexte d'augmentation donc des coûts énergétiques. On a eu une période assez stable sur les coûts, ça a été dit un petit peu ce matin, sur les coûts de l'énergie entre 2014 et 2020. Mais après 2020, l'augmentation donc du prix du GNR a augmenté donc de façon assez brutale. Donc on était en 2020 à 0,62 € par litre, 2021 0,77 pour atteindre 1,15 en moyenne en 2022, en passant par un pic à 1,44 €. Du côté c'est mieux là. Du côté de l'électricité, l'augmentation sur la période 2014-2021 était linéaire et constante autour de 2,5% par an. Ensuite, on a eu l'augmentation donc sur les tarifs non réglementés de 15% au premier semestre 2022. Et pour ce qui concerne les tarifs non réglementés, ils ont été limités à 4% en février 2022, mais après ils se sont bien rattrapés puisqu'on a eu 15% en 2023, en février 2023 et 10% donc en août 2023. Donc on s'est intéressé, nous, à la consommation en énergie directe et indirecte dans nos 79 exploitations. Alors qu'est-ce que ça donne ? Donc d'abord l'énergie directe, c'est l'énergie qui est consommée sur l'exploitation, donc c'est l'électricité et les carburants. Et pour ce qui est donc de l'énergie indirecte, c'est l'énergie qui est nécessaire pour transporter, pour fabriquer les aliments donc, et les engrais. Donc à l'échelle, donc là c'est représenté en mégajoules par 1000 litres. À l'échelle de nos 79 exploitations, c'était 2700 mégajoules qui étaient consommés en énergie directe et indirecte par 1000 litres. Donc ça concerne les principaux postes donc, de consommation, c'est le carburant pour 34%, les concentrés à 31% et arrivait enfin l'électricité donc pour un quart donc des consommations. Si on regarde cette consommation suivant les systèmes fourragers, donc on a d'abord les bio, donc 30% de l'énergie consommée dans nos exploitations bio et l'énergie provient d'énergie indirecte. Et les 2 tiers, plus des 2 tiers, sont liés donc à l'énergie directe, donc les carburants et l'électricité. Donc c'est beaucoup plus que pour les exploitations conventionnelles. Les exploitations conventionnelles sont en moyenne autour de 56%. Par contre, on observe dans les exploitations conventionnelles un gradient sur les consommations donc énergétiques qui est moindre dans les systèmes plus herbagés par rapport au système maïs, mais qui est essentiellement dû, vous voyez donc en jaune les concentrés, qui est essentiellement dû donc à la différence de consommation de concentrés entre les systèmes maïs et les systèmes herbagés. Si on fait un focus sur les énergies directes, donc sur notre échantillon de 79 exploitations spécialisées lait, l'énergie directe, donc électricité, c'est 67 kWh qui sont consommés par 1000 litres. Ça représente 9 € par 1000 litres à l'échelle de notre exploitation. Et puis pour ce qui concerne les carburants, c'est 20 litres par 1000 litres
20 litres de gasoil par 1000 litres de lait produit et qui représente donc 15 € par 1000 litres donc, sur les coûts de production. Donc là, c'est une exploitation moyenne hein, qui produit 700 000 litres de lait avec des vaches à 7600 litres par vache et par an et avec une productivité à l'hectare de 8600. Si on applique les augmentations des coûts énergétiques à notre exploitation, comme on les a présentés dans la première diapo, hein, 49% d'augmentation entre 2021 et 2022 et 15% pour ce qui est de l'électricité, ça a un impact pour notre exploitation de 6 000 € par exploitation, ce qui représente en gros 9 € par 1000 litres. Alors, est-ce qu'il y a des différences sur l'énergie directe entre nos systèmes? Alors, si on regarde les consommations donc d'électricité et de carburant, donc vous avez à l'écran l'électricité en orange et les carburants donc en bleu. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a qu'il y a assez peu de différence quand même entre les systèmes de production. Donc ça va de 63 à 69 kWh par 1000 litres pour ce qui est de l'électricité et autour de 20 litres en moyenne pour 20 litres de gasoil et par 1000 litres pour ce qui est du carburant. Donc peu de différence entre les systèmes laitiers, mais une grande variabilité à l'intérieur de chaque système. Donc la variabilité est représentée par l'écart type, représenté sur nos graphiques par les petites barres noires. Pour les carburants, si on regarde à l'hectare, les carburants consommés par hectare diminuent largement avec la part de maïs. Vous voyez sur l'écran, en système avec plus de 45% de maïs, on est à 212 litres par hectare 212 litres de carburant par hectare de SFP lait, et ça va jusqu'à 144 pour ce qui est des herbagers, et voire 126 litres par hectare de SFP pour les bio. Mais ces chiffres sont à moduler lorsqu'on regarde la productivité à l'hectare. Donc c'est la troisième ligne sur le tableau. C'est le nombre d'hectares qui sont mobilisés pour produire 100 000 litres. Dans un cas, on a besoin sur l'exploitation de 8 hectares pour produire 100 000 litres. Donc c'est les systèmes maïs. Dans le cas des herbagers, on a besoin de 14 hectares. Et quand il s'agit des bio, on a besoin de 21 hectares en moyenne dans nos exploitations pour produire 100 000 litres. Donc si on ramène ça aux 1000 litres, les écarts qu'on avait sur la surface fourragère, ça rend comparable entre les systèmes fourragers pour ce qui est du conventionnel avec un décrochage des consommations de carburant pour ce qui concerne donc les bio. Donc pour conclure sur cette étude, donc il s'agissait juste d'un travail exploratoire, donc une photographie de ce qui se faisait dans nos exploitations sur la période 2021-2022 pour appréhender l'exposition des exploitations donc laitières à la dépendance énergétique. On se rend compte quand même en regardant les chiffres que l'approche consommation par 1000 litres de lait est un peu restrictive et qu'elle nécessite donc de caractériser un petit peu plus les exploitations pour voir les marges de progrès et les améliorations qu'on peut obtenir dans chacun des systèmes, et qui a nécessité d'approfondir donc cette variabilité donc intrasystème en regardant peut-être d'autres indicateurs pour pouvoir rechercher donc ces gains de productivité concernant donc l'énergie. Donc tous ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver dans une brochure dans la collection Théma intitulée Consommation d'énergie dans les fermes laitières de l'Ouest. Donc vous pouvez trouver sur les sites internet de IDEL et de la Chambre d'agriculture, ou si vous avez le temps de scanner le QR code qui est en fin de diaporama. Et je passe la parole à Thomas. Excuse-moi Thomas, je vais simplement rappeler aux participants qu'il faut se connecter à Wool Clubs pour poser vos questions, ou sinon par SMS, ou sinon on peut aussi faire un écrit et on ramassera la feuille si vous êtes intéressé. Mais pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de connexions sur Wool Clubs, alors je vous en prie, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc bonjour à toutes et tous. Alors,
moi, je voulais faire un complément par rapport à ce qui vous a été présenté avant, donc qui était un traitement de données régionales, donc sur les bases diapason. On a une étude qui est en cours, donc dans laquelle la Chambre d'agriculture Bretagne est impliquée, ainsi que la Chambre Pays de Loire, sur la mise à jour de données de consommation, cette fois-ci au niveau national, avec une partie enquête de consommation énergie directe, cette fois-ci, simplement énergie directe, fuel, électricité, voire les autres énergies s'il y en a, au niveau des fermes, avec une description des fermes pour essayer de faire le lien sur les consommations, alors bien évidemment associées aux productions, associées aux hectares, et également associées à tout ce qui est équipement dans les fermes. Voilà. Donc vous avez le lien avec le questionnaire, il y a également un QR code pour y avoir accès. Voilà, l'objectif étant de mettre à jour des données nationales qui datent de 2006, qui datent un certain nombre d'années, avec les nouvelles installations dans les fermes, les variations de taille et de fonctionnement des fermes, voilà, pour aller au-delà sur fuel, électricité et autres énergies directes. Voilà. Bonjour, Didier Debroise. Donc, la question qui m'a été posée, c'est quelle solution pour diminuer les consommations de GNR sur les fermes. Donc, l'idée, c'était qu'en fait, ces solutions pour réduire la consommation de carburant, si vous voyez la liste, elle est longue, hein, elle est peut-être même pas encore exhaustive. Donc, en fait, ces solutions, elles sont relativement connues. On va pas les détailler là, ça, malheureusement, on en a pas le temps. Une partie de la difficulté de ce que je mets en bas, c'est qu'en fait, comment est-ce qu'on peut contextualiser, c'est-à-dire quelles sont ces solutions, on prend les solutions une par une, comment elles vont s'appliquer à nos exploitations agricoles, à quel niveau, quel est le niveau de départ, quel pourrait être le niveau d'arrivée pour pouvoir quantifier les économies, de façon justement à quantifier, en disant finalement on est tous en train de rechercher le gain maximal pour l'effort minimum. Donc ça, c'est vraiment cette question-là qui nous a intéressés il y a de ça déjà quelques années. Donc l'idée, c'était de dire quels sont les leviers de réduction de consommation de carburant, hein, et donc qu'on pourra effectivement mettre en œuvre, et avec l'idée de se dire est-ce qu'on est capable de quantifier ces leviers de réduction de carburant. Donc vous voyez, vous en avez un certain nombre, c'est pareil, je ne vais pas rentrer tellement dans le détail, mais par exemple vous avez tout en haut la machine, hein, est-ce que je pourrais changer mon tracteur s'il n'est pas performant par un tracteur plus performant? Donc ça veut dire que vous voyez, on s'imagine au moment du renouvellement du tracteur, donc ça c'est en termes temporels, hein, c'est pas forcément demain. À gauche, en haut, c'est les modes de conduite, c'est-à-dire est-ce que je peux mieux conduire, est-ce que je vais pouvoir économiser du carburant avec entre guillemets ce qu'on appelle des pratiques d'éco-conduite. Donc ça, globalement, on peut commencer dès demain et on peut le mettre en œuvre ou pas le mettre en œuvre, c'est relativement simple à mettre en œuvre. Et puis vous avez de l'autre côté, par exemple tout en bas, la stratégie d'équipement ou le système. Effectivement, si je fais plus de maïs, moins de maïs, ça aura des impacts. Si je délègue ma mécanisation, ça aura également des impacts. Mais on voit bien que là, on est sur des choix qui sont un peu plus moyen terme et donc qui sont pas forcément de même niveau. Et donc c'est très important de bien comprendre où peuvent être les gains et finalement quels sont les efforts à réaliser. Donc c'était ça le départ de nos travaux, notamment dans un projet qui s'appelait EcoFuel, dans lequel on a essayé d'instrumenter des tracteurs pour comprendre ce qui se passait dans la vraie vie, dans les exploitations agricoles. On a enregistré comme ça le travail des tracteurs chaque seconde, hein, pendant 20 000 heures. Hein, donc c'est une base de données qui n'a pas d'équivalent à ma connaissance en Europe. Et donc de cette étude ressortait ce type de diapositive que je ne vais pas détailler. Je voudrais juste qu'on revienne au graphique qui est en bas à droite. Hein, derrière les points bleus et les points noirs, en fait, c'est les performances énergétiques du tracteur. Dans nos consommations de carburant, on passe toujours par un moteur diesel. Et ça, c'est fondamental de comprendre cette question de l'efficacité énergétique de nos moteurs diesel. Et donc, en disant, en fait, à l'horizontale, c'est le régime du moteur. En vertical, c'est la puissance fournie. Et on voit avec les différentes couleurs les niveaux de performance énergétique. Et globalement, plus mon moteur diesel est utilisé à des niveaux de puissance importants et à des régimes plutôt faibles, plus on est efficace énergétiquement. Et donc, toute la question, une grosse partie de la question de la consommation de carburant, en tout cas quand on s'intéresse aux machines et à l'usage de nos machines, tourne autour de ces performances énergétiques, avec aussi des questions de profil de mission qui viennent par la suite. Au bout de ces 20 000 heures, on a été en capacité, sur ces 30 tracteurs, de quantifier finalement des potentiels d'économie de carburant sur différents leviers. Malheureusement, on n'a pas été en capacité de le faire tous parce que
Un potentiel de gain de consommation de carburant, ça naît d'une situation de départ et d'une situation d'arrivée. Et donc la question de la situation d'arrivée est aussi complexe. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller, par exemple dans le système, hein, on pourrait très bien dire, ben en fait je débarre plus mon tracteur, plus de consommation de carburant, magnifique, sauf que sans doute qu'à la fin de l'année, on aura peut-être moins de production. D'accord. Et donc, si on commence à imaginer des situations aussi extrêmes, bah, finalement, c'est plus comparable, c'est plus cohérent. Alors que sur les autres leviers sur lesquels on a été capable de quantifier, c'est où on pouvait entre guillemets être entre guillemets toutes choses égales par ailleurs. D'accord. Donc, ce qu'on voit, par exemple, si on regarde le tracteur, le levier tout en haut, eh bien, en fait, on avait des situations très très variables. Hein. On avait des situations en moyenne où on pouvait gagner 13% de consommation de carburant, mais de moins 4%, c'est-à-dire on ne pouvait pas trouver de tracteur plus performant que le tracteur qu'on avait en face de nous, jusqu'à 28% de gains si on avait des fois des tracteurs assez mauvais, et il faut le dire qu'on en avait à cette époque-là. Et donc on voit comme ça effectivement une valeur moyenne, mais surtout une valeur assez large en termes de réduction possible de consommation de carburant pour une exploitation. On voit aussi l'adéquation tracteur-outil. Est-ce que mon parc matériel est adapté à mes tracteurs? Donc là, vous voyez, on pourrait avoir 17% de réduction. Le mode de conduite, si on conduit mieux, ça pourrait être 7%. Et puis, transport et déplacement, donc c'est un peu l'idée aussi du petit film qu'on a derrière, où on se rend compte que finalement, ça peut correspondre à plus de 20% de la consommation de carburant d'une exploitation. Et selon les tracteurs, de 0%, si vous avez un tracteur de cours qui ne sort jamais de l'exploitation, la question des transports et déplacements ne se pose pas pour ce tracteur-là, jusqu'à 46% de la consommation des tracteurs qui peut être concernée par ces histoires de transport et déplacement. Donc, pour être assez synthétique, l'idée c'est quoi? C'est de dire que finalement, l'effet du parcellaire, c'est le poste d'économie potentielle le plus important, hein, malgré la variabilité, mais globalement, en moyenne, c'est quand même le poste le plus important. Ce qu'on voit là, c'est que ce projet nous a permis de montrer qu'on avait des économies potentielles qui étaient réelles. On n'est pas à 1,33%, hein, on est à 5, 10, 15, des fois 20%. Alors après, à voir quels sont les efforts à réaliser pour capter ces gains potentiels. Ce qu'on voit surtout aussi, c'est qu'on a des fortes variations qui sont dues aux situations des exploitations agricoles qu'on a regardées. On a vu 8 exploitations agricoles, donc forcément, ça peut pas être représentatif, mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que c'est quand même très variable. Nous, si on se met en situation de conseil, il faut qu'on soit en capacité de prendre en compte ces situations. C'est pas la peine de parler à un agriculteur d'une possibilité d'un gain potentiel s'il n'est pas concerné, si ça ne le concerne pas. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour nous. Et puis il y a toute la question des charges de méca et du temps de travail. Les charges de méca, finalement, la consommation de carburant n'est qu'un des éléments des charges de méca. Il faudrait pas gagner du carburant, mais augmenter ces charges de méca. On pourrait avoir un tracteur par outil. Hein, pour être vraiment bien adapté aux besoins de mon outil, mais ça veut dire que j'aurai autant de tracteurs que d'outils, et là je vous vois sourire avant de commencer. Et donc la question du temps de travail est également un élément qui est également très prégnant dans les exploitations agricoles. Donc pour pouvoir essayer d'apporter un conseil, on s'est dit que, enfin on va dire entre guillemets, je me suis dit qu'il fallait essayer de développer un outil. Alors ça fait encore un outil de plus, mais malgré tout l'idée c'était de faire Agrisim, hein, avec l'idée d'utiliser des données réelles, parce que les données comptables, pour nous, elles sont assez fragiles, elles sont pas forcément tout à fait pertinentes. Et l'idée, c'est d'intégrer finalement les charges de mécanisation et le temps de travail. L'idée, c'est de reconstituer le plus finement possible le fonctionnement de l'exploitation pour être capable de reconstituer toutes les opérations mécanisées le plus finement possible pour être capable de leur attribuer du temps de travail, de la consommation de carburant, des charges de méca, le maximum de choses. Avec des niveaux de finesse suffisants, et de pouvoir finalement comparer les situations entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait se passer demain. Et donc c'est l'objectif de l'outil. Avec, si on teste différents niveaux d'hypothèses, quelque part, en regardant les écarts entre ces hypothèses, enfin les résultats de ces hypothèses, on va se dire finalement la bonne évolution, c'est peut-être celle-là plutôt que celle-là. Donc l'idée, la petite présentation globale, c'est de dire Agrisim, c'est des charges de mécanisation, du temps de travail, des marges sur intrants, des consommations de carburant, en essayant d'intégrer tous les éléments le plus finement possible des ateliers, de mes opérations, des caractéristiques de mes machines, de la délégation de mes chantiers ou pas, des flux de récolte et des éléments de parcellaire. Ce que ça nous montre,
si ça avait été bien fait, ça serait un petit peu plus lisible que ça, mais vous avez 3 petites images qui sont superposées, qu'on aurait dû voir les unes après les autres, c'est pas grave. Donc ça nous permet de voir en haut à gauche toute la question du parcellaire, de dire où sont mes parcelles, quelles sont les distances, quelles sont les cultures concernées. La petite image du milieu, c'est de reconstituer finalement le temps de travail à l'année, en disant finalement où sont mes points de travaux, est-ce que les hypothèses que j'envisage, les évolutions stratégiques, est-ce qu'elles me permettent de décréter ou pas ces temps de travaux, et puis effectivement d'être en capacité de dire où sont mes consommations de carburant, si je les ramène aux différentes cultures, aux différents ateliers, aux différents postes, comment finalement ces consommations de carburant elles se répartissent, et finalement où sont, est-ce que je suis capable de contextualiser, de quantifier pour ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, en termes de synthèse, c'est de dire quoi? C'est de dire que les solutions sont connues, on sait déjà, et ça fait de nombreuses années, on commence à vieillir dans le métier, donc ça c'est pas tout à fait positif. Donc elles sont connues, elles sont aussi performantes, il y a des vrais gains potentiels. Bon, malgré tout, pour réduire sa consommation de carburant, il faudra faire des efforts. On a la même question dans nos consommations, pour moi, même dans nos consommations personnelles. Voilà, il faut faire des efforts. Donc, tant que ça pique pas, ça veut dire que probablement on fait pas beaucoup d'économies, parce qu'il y a pas beaucoup. Je connais pas beaucoup de consommation de luxe dans les exploitations agricoles. Il y a pas beaucoup d'agriculteurs qui se promènent avec leur tracteur comme ça pour visiter la campagne. Souvent, ce qu'ils font comme usage de leur tracteur, c'est pour produire. Donc, il y a pas de consommation de luxe. Donc, si on veut économiser, faudra faire des efforts, et ça va piquer. Une vraie question, c'est est-ce qu'on veut réduire sa consommation ou son empreinte énergétique, parce que quelque part, on pourrait se dire on va tout déléguer à l'entreprise ou à la CUMA et on consomme plus de carburant, mais quelque part, c'est pas comme ça qu'on réduit son empreinte énergétique. Et je pense qu'au final, globalement, à l'échelle de l'agriculture, c'est quand même l'empreinte énergétique qu'on souhaiterait un peu réduire. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que les facteurs fondamentaux sont prioritaires, les espèces, le système de culture, le foncier. Je crois qu'il en a déjà été un peu question, mais c'est des éléments très structurants, très marquants sur les éléments qui finissent par aboutir à la fin de l'année à une mesure d'une consommation de carburant qui va en augmentant ou en diminuant.